Ce soir, je vais répondre à une question qu'on m'adresse souvent. Comment pouvez-vous recevoir tant de souffrances de vos patients et rester vous-même? À vrai dire, c'est une question que je ne me pose pas. Je travaille, je suis soucieux de réussir ma mission de soigner mes patients, mais je ne me demande jamais si ce travail me déstabilise ou m'affecte. Et puis, je n'ai pas l'impression de recevoir la souffrance. Non, j'ai plutôt le sentiment de l'affronter et, si possible, de la transformer en une renaissance. Je vais commencer par vous donner un exemple de la manière dont j'affronte la souffrance d'un patient sans être ébranlé. Puis, dans un second temps, je vais vous montrer que, loin de me fragiliser, la douleur de mes patients suscite en moi, thérapeute, des effets positifs. Alors, venons-en à l'exemple. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité à vous présenter une histoire aussi tragique. Il y a des proches qui m'ont dit « Ne parle pas de cette histoire un jeudi après-midi ». C'est comme si le soir, on pouvait parler de choses tragiques, mais pas l'après-midi. Et finalement, je me suis décidé à que oui, à qu'on va parler de cette histoire. C'est une histoire, c'est un drame affreux. Mais c'est pas ça. Je veux que vous sachiez le type d'histoire à laquelle je suis confronté. C'est un drame affreux. C'est le drame d'une maman, d'une mère, qui, dans un accès de délire, tue son enfant de 3 ans et tente de se suicider. Cette femme, vivant au Japon, était atteinte d'une maladie gravissime, la mélancolie. Après son crime, elle fut internée à l'hôpital psychiatrique de Tokyo durant plusieurs années. À sa sortie, Michiko, c'est son nom, décide de venir en France et de travailler comme interprète à l'ambassade du Japon. Une fois installée à Paris, elle prend rendez-vous avec moi pour faire cesser le souvenir obsédant du cauchemar qui, un jour, a brisé sa vie. Je ne peux pas vous exposer toute l'histoire de Michiko. Je vais me limiter à vous rapporter un extrait de notre première consultation au moment où je suis saisi de l'entendre me raconter en détail le crime qu'elle a commis. Voici le dialogue. Après qu'elle m'a informé de son internement en psychiatrie, elle me dit voilà, d'abord j'étais surpris parce que quand elle a commencé, elle n'a pas commencé comme ça, le dialogue a commencé, je viens vous voir, j'ai eu une mélancolie. J'étais surpris qu'un patient donne le diagnostic d'une maladie. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, c'est les médecins psychiatres qui ont donné ce diagnostic. Et je dis, mais comment? Oui, j'étais hospitalisé à l'hôpital de Tokyo de nombreuses années, j'étais en psychiatrie, et alors je lui pose la question, mais que s'est-il passé pour que vous soyez hospitalisé? Et elle me répond, et je dois vous lire exactement, j'ai noté les mots après cette séance. Quand les séances avec mes patients sont très poignantes, je me prends du temps et je note
parce que ce sont des phrases, ce sont des mots qui vont devenir inoubliables pour moi. Et elle répond ceci: ce fut un matin d'horreur, me répond-elle. Mon fils Tao et moi, nous étions seuls à la maison. Je dormais, je me réveille et subitement, comme si je n'étais pas moi-même, je me suis senti obligé de faire ce que les voix dans ma tête m'ordonnaient de faire. Je n'avais plus le droit de vivre, alors que mon grand frère, lui, venait de mourir par ma faute. Quand j'ai entendu les voix, j'ai compris que je ne pouvais pas abandonner mon fils, que je devais l'emmener avec moi et nous retrouver tous les trois avec mon frère, réunis dans la mort, sauvés par la mort. Vous imaginez, j'écoute ça, j'étais très ému, et touché par ces mots glaçants. Je lui demande alors d'une petite voix, d'une voix éteinte, qu'avez-vous fait ensuite? Elle me répond, Tao dormait. Ici, elle se tait et balbutiante m'avoue. J'ai pris un oreiller, je l'ai plaqué sur le visage de mon fils endormi, j'ai appuyé de toutes mes forces et je l'ai étouffé. Quand j'ai vu que Tao ne bougeait plus, c'était à mon tour de partir. J'ai attrapé un couteau et me suis tranché la gorge. Quelques minutes plus tard, la gardienne est montée avec le courrier. Elle a poussé la porte déjà entrouverte et a trouvé l'enfant mort sur le lit et moi gisant dans une mare de sang, respirant encore. Ensuite, j'étais transporté aux urgences. Une fois rétabli, le tribunal m'a déclaré irresponsable de mes actes. Je ne suis pas allé en prison, mais j'étais enfermé à l'hôpital psychiatrique. Elle fait alors silence, fond en larmes et se crie: docteur, je suis damné, j'ai tué mon enfant. Michiko, lui dis-je, vous n'êtes pas damné. La vie a voulu que nous nous rencontrions ici à Paris et que nous avancions ensemble. Vous le voyez, en entendant Michiko me confier son drame, j'étais certes très impressionné, mais j'ai gardé ma sérénité. Au moment où elle a crié sa douleur, j'ai trouvé intuitivement les mots les plus simples et les plus expressifs pour la ramener au présent et lui donner espoir. Après cette première consultation, nous avons engagé une longue période d'analyse. Plus tard, Michiko est retournée au Japon, apaisée, animée par l'appel d'une nouvelle vie. Même si cette analyse s'est terminée il y a déjà plusieurs années, son souvenir reste vif dans la mémoire du psychanalyste, du père et du grand-père que je suis. Je dois vous dire que je garde un contact avec Michiko. De temps en temps, elle m'écrit. J'ai appris qu'elle se mariait avec un pasteur protestant et qu'elle fait sa vie
au mieux qu'elle peut, mais elle est relativement stabilisée. Bien sûr, ces drames, cette culpabilité est ineffaçable. Voilà un exemple extrême où je suis bien évidemment touché. On ne peut pas ne pas être touché. Je comprends que vous puissiez me demander, comme on le demande souvent à tous les professionnels de la santé mentale, on demande, mais si les angoisses, les tristesses et parfois les tragédies, comme celle que vous venez d'entendre, vous me demandez si cela m'affecte personnellement ou m'affaiblisse. C'est étonnant, mais je dois vous répondre que non. La souffrance de mes patients ne m'affaiblit pas. Au contraire, elle me fortifie parce qu'elle m'oblige à rassembler mes forces et à affûter, séance après séance, les 4 instruments mentaux avec lesquels je travaille quotidiennement. Ici, laissez-moi ouvrir une courte parenthèse pour vous décrire ces 4 instruments et définir l'attitude positive, chaleureuse que j'adopte devant chaque patient. Voici les 4 instruments. D'abord, l'observation. L'observation attentive du comportement du patient. Ensuite, la compréhension des troubles et de leurs causes. Puis, l'instrument peut-être le plus essentiel et délicat que j'utilise, c'est ma disponibilité émotionnelle. Je veux dire, ma capacité de me concentrer fortement, faire le vide en moi et ressentir les émotions du patient. Cet instrument merveilleux s'appelle l'empathie. Quand j'entre en empathie avec mon patient, j'imagine l'émotion qu'il ressent. Et en l'imaginant, je la ressens moi-même. C'est alors que, sachant ce qu'il vit intérieurement, je trouve les mots justes pour lui dire clairement ce qu'il sent confusément. En fait, ces mots percutants que je lui adresse au patient sont le 4e instrument appelé interprétation. L'interprétation est donc une parole. La parole éclairante, percutante et apaisante que le psychanalyste adresse à son patient. Une parole que le patient reçoit avec un silence ému et quelquefois avec un acquiescement immédiat lorsqu'il s'exclame « c'est ça, c'est exactement ça ». Ces réactions, que ce soit le silence ému ou que ce soit l'exclamation « c'est ça », eh bien, nous montrent que notre interprétation, la parole qu'on lui a adressée, était une parole pertinente. En somme, les 4 actions, les 4 instruments que je ne cesse d'améliorer au fil des années sont observer. Il faut savoir observer. Nous savons tous observer. Mais le professionnel en santé mentale fait de l'observation un véritable art, une précision. C'est un instrument, l'observation. Observer
je deviens de plus en plus attentif à tous les signes à travers lesquels un être communique sa vie. Deuxième instrument, comprendre. Je deviens de plus en plus clairvoyant pour cerner la cause des troubles. Troisièmement, empathiser. Je deviens de plus en plus disponible pour vivre en moi les émotions des patients. Par exemple, je termine la séance avec un patient et je suis aussitôt disponible pour vivre pleinement l'émotion du patient suivant. Je me souviens que c'est comment? C'est-à-dire, je ne le fais pas. Je me souviens qu'il y avait un maître qui a fait le shiatsu. Vous savez ce que c'est que le shiatsu? Bon, à une époque jeune, je parlais des shiatsu. Je faisais du shiatsu. Et j'étais allongé, la séance est terminée, et le maître me laissait sur le lit. Et alors, il allait ouvrir la porte, et avant d'ouvrir la porte, il prenait les mains et faisait ça. Il enlevait l'énergie qu'elle avait prise avec mon corps. Eh bien, je ne fais pas ça des séances à séance. Il y a un patient que je reçois et je termine, je lui serre la main. Souvent, à la fin de la séance, il y a toujours des paroles, des échanges particuliers. Parfois, sont les plus importants. La séance a eu lieu et à la fin de la séance, il y a, en se serrant la main, il y a une parole inédite, inattendue. Et puis, il s'en va, j'ouvre la porte de la salle d'attente et j'accueille le patient suivant. Mais je l'accueille toujours souriant, toujours content. Je suis content. Mesdames et messieurs, je fais un métier où il n'y a pas de vacances. Il ne faut pas que mon épouse écoute parce qu'elle me tue. Mais je n'ai pas de vacances. Je n'ai pas besoin des vacances. Je suis tout le temps en vacances. Je suis très heureux. Donc, j'ouvre la porte et j'ouvre la porte pour aller chercher le patient et je suis content de le voir. Je vous donne ma parole. C'est authentique. Et le patient sent que je l'accueille avec un sourire. C'est agréable d'être accueilli avec un sourire. Et parfois, ça m'échappe. Je dis, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Et il est un peu surpris. Ça, c'est une disponibilité. Et j'ai acquis avec le temps de l'expérience, les années d'expérience. Et puis, la dernière instrument, c'est interpréter. Je trouve de plus en plus facilement les mots qui vivifient et redonnent espoir. Voilà les 4 instruments. Observer, comprendre, empathiser et interpréter. 4. Cependant, il est un préalable absolu à l'utilisation de ces 4 instruments. Ce préalable, c'est ma manière d'être. C'est l'attitude que j'adopte devant chacun de mes patients. Cette attitude, c'est moi-même. Elle peut se définir en un sentiment, l'envie d'aller vers l'autre, l'envie d'aller vers celui qui souffre, qui nous demande pourquoi il souffre et attend de ne plus souffrir. Je voudrais être plus clair. La première impulsion qui m'anime quand je suis devant l'homme, la femme ou l'enfant qui me consulte, la première impulsion est mon désir
d'entrer dans son monde intérieur, douloureux et incompris. Si je n'ai pas cette envie d'aller vers lui, vouloir le connaître en profondeur, tel qu'il se connaît lui-même, tel qu'il se juge lui-même, et si possible le soulager, si je n'ai pas cette envie, il ne se passera rien. Ici, je dois vous dire qu'en écrivant la phrase « envie d'aller vers l'autre », je réalisais que cette envie était une forme d'amour. Comme je l'enseigne à mes élèves, je leur dis, pour être un professionnel efficace, il faut aimer ses patients. Mais attention, les aimer sans se confier à eux, ni s'attacher à leur personne. Et j'ajoute, si votre patient sent que vous l'aimez, que vous croyez en lui, il apprendra à s'aimer lui-même. C'est alors le début de la guérison. En pensant maintenant aux effets positifs que produit sur moi mon travail de soignant, je dirais que depuis tant d'années de pratique, j'exerce ce merveilleux métier depuis plus de 60 ans. Depuis tant d'années, ce travail a produit en moi deux effets majeurs positifs. D'abord, un état permanent de sensibilité au mal-être de l'autre. Je suis devenu très réactif. Par exemple, à la moindre expression du visage qui trahit un souci. Ainsi, il m'arrive d'accueillir le patient à la salle d'attente, de lui serrer la main et je le sens qu'il est préoccupé plus que d'autres fois. Et je lui dis, j'ai l'impression que vous êtes préoccupé aujourd'hui. Et lui de me répliquer, c'est vrai, vous avez raison, docteur. Hier soir, nous avons eu une très violente dispute avec Anne. À propos de ma sensibilité, de cet état de sensibilité accrue, sensibilité à la personne de l'autre, je vous fais une confidence. C'est la première fois que je fais cette confidence, qui va vous amuser. Je garde en secret, c'est un secret, le modèle d'un psychanalyste averti. Ce modèle, c'est l'inspecteur Colombo. J'adore Colombo. Ah, Colombo, avec son allure des flics perdus, il s'habille différemment de moi. Moi, je suis très médecin. Lui, il est tout le temps comme ça, mais non. Sur ça, on est différents. Mais sur l'innocence, on est les mêmes. Je me sens comme lui. Son allure des flics perdus, il est toujours à l'affût des petits détails. Il sait tout, mais il fait mine de ne rien savoir. Eh bien, c'est comme moi. Souvent, je dis aux personnes qui viennent superviser, faites l'innocent. Vous n'êtes pas savoir tout. Vous ne paraissez pas comme sachant tout. Laissez venir, laissez venir. Pour laisser venir, il faut se montrer innocent. Et c'est vrai que je sais beaucoup de choses du patient, mais je ne lui dis que 40% de ce que je sais. Il y a des patients qui savent ça, parce que ça, je leur ai dit dans une autre conférence, ils me disent, docteur, à moi, vous pouvez me dire le 100%. Pas de problème. Ils sont toujours les mêmes. Hein. Ils sont
Ils sont très courageux, ils disent non, non, allez, allez, dites-moi tout. Non, non, je ne dis pas tout. Pourquoi? Parce que chacun de nous ne peut pas recevoir la vérité à tout moment. La vérité, et ça le disait Lacan, un maître, la vérité est toujours mi-dite. On ne peut pas dire la vérité totale et absolue. La vérité se dit toujours à moitié. Un, deux. On l'a dit pas à n'importe quel moment. La vérité doit être dite mi-dite. Il disait, Lacan utilisait l'expression mi-dite. Et puis, l'opportunité. Il faut savoir la dire à tel moment et pas tel autre. Si vous la dites à tel autre, eh bien la personne réagit contre. Il n'accepte pas. Si vous la dites quand vous sentez qu'il peut la recevoir, c'est là qu'il faut dire la vérité. Et je dois dire que parfois, ça je l'ai appris, parce qu'au début, quand on commence, on ne sait pas très bien, on croit qu'on a la vérité et qu'il faut tout de suite la dire. C'est faux. On apprend que parfois on a la vérité, mais ce n'est pas parce qu'on a la vérité qu'il faut la dire. Cependant, mon travail des soignants a produit en moi un autre effet positif. La pratique d'une introspection permanente. Je dois vous dire que je m'auto-analyse tout le temps, sans m'en rendre compte, tout le temps. Comme je travaille tout le temps, je m'auto-analyse tout le temps. Avec les années, j'ai pris l'habitude de rentrer en moi-même et m'observer intérieurement. Je sais mieux qu'autrefois ce que j'éprouve à un moment précis. Je sens mieux aujourd'hui ce que j'éprouve que quand j'étais plus jeune. Je sens mieux la joie, je sens mieux la douleur, je sens mieux l'enthousiasme, ou je sens mieux le découragement. À propos de l'introspection, me vient à l'esprit un très bel aphorisme de Marguerite Yourcenar. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que je cite souvent. Marguerite Yourcenar écrit « La grandeur d'un homme consiste moins à se dépasser qu'à se connaître. » Et j'ajouterai, tous les hommes d'action, tous les chefs, je pense à notre président par exemple. Oui, vous êtes un chef, vous êtes un homme d'action. Eh bien, tous les hommes d'action sont des méditatifs. Tous les hommes d'action possèdent au plus haut degré la faculté de se replier sur eux-mêmes et d'entretenir un dialogue intérieur. Je ne voudrais pas conclure sans vous énumérer les conditions nécessaires pour qu'un professionnel reste stable dans son métier face aux matériaux explosifs que constituent les souffrances de ses patients. Ces conditions sont les suivantes. Au tout début, le professionnel doit suivre une analyse personnelle. Une fois installé, il doit superviser régulièrement sa pratique avec un aîné qui lui apprend le métier. J'ai eu la chance, moi-même, de superviser pendant plus de 20 ans avec des grands cliniciens, tous remarquables, aussi bien dans mon pays d'origine, l'Argentine, qu'avec Lacan, par exemple. Je supervisais pendant 6 ans avec Lacan. Tous les jours, tous les lundis, à 11h15 du matin, j'étais devant le maître avec un papier à montrer, à parler de mes patients. Une autre condition essentielle est d'étudier beaucoup. D'étudier sans discontinuer la pensée de ses maîtres. Au moment d'agir,
le professionnel doit oublier tout ce qu'il a appris. Quand on agit devant un patient, quand je vais lui dire un mot, je suis seul, je suis moi avec moi-même. J'ai oublié tout ce que j'ai appris. Et puis, et surtout, je dois m'oublier moi-même. Je ne peux pas intervenir et penser à ma famille, aux problèmes fiscaux, etc., etc., etc. Il faut que je sois libre, que je m'oublie. Je dois être... Je ne peux pas me juger. Les jeunes praticiens, et quels que soient les métiers, je dirais, ils se demandent, est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Je le comprends. Moi-même, je le faisais au début. Mais le vrai professionnel ne s'interroge pas, ne doute pas. Et il avance. S'il se trompe, il se trompe. Mais il faut qu'il avance sans se demander, sans se juger lui-même. Et enfin, pour être pleinement disponible, le professionnel doit se sentir heureux dans sa vie privée. Ça, c'est vrai. On ne peut pas être en instance de divorce et travailler avec ses patients. On le fait. Malheureusement, j'ai des collègues qui ont ce problème. Mais c'est très difficile. Parce que il faut, je ne sais pas si vous le transmettre, mais il faut que je n'y pense pas à ma vie privée. Ma vie privée est acquise. C'est fait. Je m'occupe là. Je ne peux pas penser à si je suis en mal avec ma famille, mon mariage, etc., etc. Il ne faut pas. Donc, on souhaite que le professionnel soit relativement heureux dans sa vie privée. Il me manque une condition pour agir de façon stable. C'est savoir accomplir, savoir agir, savoir accomplir l'art, c'est un art de la dissociation. Il faut savoir se dissocier. Justement, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était une manière de parler de la dissociation. Mais le mot clé, pour moi, le meilleur, pour moi, mon modèle d'action d'un thérapeute, et je dirais peut-être, et vous me le direz, les hommes qui ici sont dans la direction des instances diverses, eh bien, par exemple, Jean-Marie, vous êtes à une place importante, il y a un moment qu'il faut se dissocier. Je ne peux pas diriger et en même temps être préoccupé de moi-même. Donc il faut l'art de la dissociation, savoir se dissocier. Si ces conditions sont remplies, nous pouvons être sûrs que le professionnel restera stable devant la souffrance de ses patients. Avant de vous donner la parole pour respecter donc le concept de rencontre, je voudrais vous dire un dernier mot sur mon vécu de psychanalyste. Chaque fois que je donne un rendez-vous à un patient, chaque fois que j'engage une cure, chaque fois que j'écris les premières pages d'un livre, j'affirme, sans me rendre compte, ma volonté d'exister le plus possible, de continuer à être, de persévérer dans mon être, comme dit Spinoza, persévérer dans son être et développer au maximum ma capacité de créer. Cette poussée vers l'avant, ce désir de persévérer dans ce que je suis pour être mieux que je ne suis, cette volonté renouvelée chaque jour est mon idéal le plus cher. Je vous confie
que l'idéal qui me guide n'est pas tant de réussir. Beaucoup de choses positives, de réussite qui m'arrivent, je vous donne ma parole, elles m'arrivent, elles viennent à moi. Elles viennent à moi. Mais l'idéal qui me guide n'est tellement de réussir. Si on réussit, bienvenue la réussite. Mais c'est pas ça. C'est d'avoir la force d'accomplir aujourd'hui ce que je dois accomplir. C'est ça mon idéal. C'est ça mon attente. Que je sois à la hauteur de ce que je dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma conférence avec vous. Je l'ai préparée dans le taxi avec mon épouse. Elle me dit, mais tu fais la conférence comme si c'était la dernière. Je dis, non, je fais la conférence comme si c'était la première. C'est la première, ma première conférence. Voilà. Voilà la sagesse que j'essaye de transmettre à mes patients et à vous. Je vous remercie.